Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis tellement excitée et nerveuse de cet épisode. Tout d'abord, on va commencer par une nouvelle. La nouvelle, c'est que je suis enceinte, j'attends un bébé et si vous me suivez sur les réseaux, vous êtes déjà au courant, mais si vous ne me suivez pas, maintenant vous savez. C'est très excitant, c'est très déroutant, c'est tout un chemin. Et donc du coup, j'ai décidé de faire quelques épisodes de podcast sur la grossesse. Alors, ça va pas devenir le thème de ce podcast, je vous rassure, la sexualité, c'est toujours ma passion. Mais quand j'étais sur le chemin de devenir enceinte et d'être enceinte maintenant, il y a tellement de personnes qui m'ont aidée par leur partage, que ce soit sur les réseaux, dans leurs podcasts, dans des livres, etc., que je me suis dit que j'allais prendre le temps d'enregistrer des épisodes pour rendre en fait ce que moi j'ai reçu. Et donc cet épisode, c'est le premier d'une série de plusieurs épisodes où je vais parler un petit peu de ma grossesse. Et la première question, c'est comment je suis tombée enceinte. Bon, j'imagine que vous supposez qu'un rapport sexuel a eu lieu, vous n'auriez pas vraiment tort. Mais plus spirituellement, j'ai envie de dire comment j'ai manifesté cette grossesse, quel était le processus pour tomber enceinte, parce qu'en fait pour moi c'était pas rapide, c'était plutôt long, pour nous, parce que je ne suis pas seule, il y a le chéri aussi, n'est-ce pas? Si vous avez écouté parmi mes premiers épisodes, vous l'avez déjà entendu. Et donc c'était pas un processus qui était simple, c'était pas un processus qui était facile, et donc j'ai envie de raconter toutes les étapes qu'on a traversées, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient médicales, pas mal de choses, donc beaucoup de choses à raconter. Mais d'abord, j'attends un bébé, c'est trop bien, j'ai trop hâte. En même temps, j'ai hâte, en même temps, j'ai pas hâte, j'ai envie d'avoir plus de temps, mais le temps passe vachement vite quand on est enceinte. Et on m'a dit que ça passe encore plus vite quand on a un bébé, donc on va voir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup à vous dire. Donc déjà, merci de m'écouter et j'espère vraiment que cet épisode va vous aider. C'est parti. Donc on m'a posé la question déjà de si j'ai toujours voulu avoir des enfants et la réponse est oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu des enfants. Je ne les voulais pas forcément tôt, mais je me disais quand j'aurais entre 25, 28, 30 ans, j'allais m'y mettre. Là j'ai 36 ans. J'ai 36 ans dans 3 jours quand je fais ce podcast. Délire. Et c'est un peu plus tard que ce que j'avais prévu, mais en tout cas imaginé. Je pensais qu'à 27 ans, j'aurais déjà 3 enfants, un truc du genre. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et oui, j'ai toujours voulu des enfants, mais je dois préciser que j'ai douté. Dans le temps que ça a pris de tomber enceinte, parfois je me suis demandé si on voulait vraiment, parfois je me suis demandé s'il n'y avait pas une part de moi qui en fait n'en voulait pas. Donc j'ai douté de ce désir. Je mentirais si je ne disais pas ça. Mais j'ai toujours voulu des enfants, j'ai toujours aimé les enfants, je me suis toujours occupée d'enfants. J'ai des frères qui sont plus jeunes que moi, de beaucoup, je me suis beaucoup occupée d'eux, des petits cousins, des petites cousines, mais j'ai toujours aimé les enfants, je trouve qu'ils sont trop intéressants. Je me sens mieux dans la compagnie des enfants que des adultes, j'arrive beaucoup mieux à échanger avec eux qu'avec les adultes, je me sens beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de rigoler, de jouer, de découvrir des choses. Et donc j'ai toujours voulu être maman. Et c'était un peu dur de pas être maman plus rapidement et plus facilement, je vais pas vous mentir. Mais c'est la vie, c'est plutôt cool que
ça arrive maintenant. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc oui, j'ai toujours voulu des enfants. Et il y a une chose que j'ai envie de dire pour être hyper transparente, c'est que ce que j'observe, ce que j'ai observé chez moi et aussi chez d'autres personnes, c'est que la première barrière à l'entrée à avoir des enfants quand on est notamment une femme, qu'on a une vulve, c'est de trouver quelqu'un avec qui avoir ses enfants. Sincèrement, je connais beaucoup de femmes qui auraient déjà des enfants si elles avaient trouvé un bon partenaire ou une personne avec qui elles sentaient que c'était possible. Et je dois dire que le fait d'avoir un bon partenaire ou d'avoir quelqu'un dans sa vie avec qui on se sent en sécurité d'avoir des enfants, bah, ça joue. Et le fait d'être en couple tout court, parce qu'on peut ne pas avoir un bon partenaire, mais se dire, tu sais quoi, je veux un enfant, donc on va avoir un enfant ensemble. Et heureusement, ça a changé. Je crois que depuis le début de l'année 2023, c'est possible d'avoir un enfant toute seule, de rentrer dans un processus de PMA en étant célibataire. Donc je suis hyper contente de ça parce que je... En fait, comment l'expliquer ? Le désir d'enfant, c'est un désir qui est tellement fort et irrationnel que ne pas pouvoir en avoir à cause d'une configuration de couple, je trouve ça dur, je trouve ça dommage. Et je peux comprendre que ce soit difficile de se dire purée, j'ai juste pas de personne avec qui faire un enfant, sans compter toutes les possibles difficultés qu'il peut y avoir par ailleurs. Hein. Mais déjà avoir cette personne, je trouve que souvent c'est ça en fait qui fait qu'on n'en a pas. Donc voilà, je sais qu'il y a des femmes que je suis, par exemple, sur les réseaux qui disaient que elles n'ont jamais eu d'enfant parce qu'en fait, le timing n'était jamais bon avec leur partenaire. Que, par exemple, quand c'était le moment de faire des enfants, en fait, il y a une rupture. Et puis après, le temps de retrouver quelqu'un avec qui on est stable, c'est trop tard, en fait. Parce que, voilà, là, j'étais légèrement passée, ou en tout cas, l'âge où elle se sentait de le faire. Et donc, voilà, je dirais que la première étape de cette manifestation d'un bébé, c'était d'avoir un partenaire hyper cool et d'avoir quelqu'un avec qui je me sens construire ma vie et que je sens être le père de mon enfant. J'ai eu des relations sérieuses, entre guillemets, avant, dans lesquelles j'aurais pu avoir un enfant, mais c'était pas le moment et c'était pas l'énergie. Et je suis contente d'avoir attendu, sincèrement. Parce que j'aurais pu avoir eu mon premier enfant à 23 ans, je pense, même pas à 21, 22. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait à ce moment-là parce que c'était pas... Je sentais en moi que c'était pas ce que je devais vivre. Donc quelque part, oui, c'était un process qui était un peu long pour moi, mais en même temps, je regrette absolument rien parce que, ouais, je suis dans une configuration de vie qui fait que, je suis contente en fait. Et je suis hyper reconnaissante de ça. Je suis hyper reconnaissante de ça parce que ça, c'est pas quelque chose d'acquis. Je sais que on n'a pas tous et toutes cette possibilité-là d'être dans des bonnes situations quand on est enceinte, quand on a un bébé. Moi, je suis première témoin de ça parce que ma mère, c'est une mère célibataire. Et donc, je sais ce que ça peut faire. Et donc, même si le processus était un peu long, je suis hyper reconnaissante d'être dans un cadre qui est si bon pour moi. Et ça commence par être dans un couple qui est vraiment bien, avec quelqu'un qui prend bien soin des autres, qui m'écoute, qui est présent, qui est super marrant, qui prend soin de moi. Et ouais, donc je voulais déjà préfacer par ça. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là. On m'a aussi demandé si j'ai dit à mon compagnon actuel que je voulais des enfants dès le début. Enfin, c'est quoi le bon moment pour dire que tu veux des enfants quand tu rencontres quelqu'un ? Parce que tu veux pas faire peur à la personne au début, mais tu veux pas non plus attendre 5 ans et réaliser que vous voulez pas la même chose. Moi, pour être très honnête avec toi, je lui ai dit premier rendez-vous, c'était très 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 clair. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un qui voulait pas d'enfant, peut-être qu'on aurait fricoté un peu parce qu'il est vachement sexy. Mais sinon, on n'aurait pas construit un couple ensemble en fait. Après, c'est pas toujours aussi radical. C'est-à-dire que ça peut arriver de rencontrer quelqu'un, de dire qu'on veut des enfants, la personne n'est pas encore sûre, et de se dire c'est ok pour moi de naviguer ça, quoi, de voir ce que ça donne, qu'on passe du temps ensemble, qu'on soit amoureux et puis qu'on voit ce que ça donne. Moi, j'étais pas dans cette phase-là. J'étais dans la phase où j'avais pas envie d'être avec quelqu'un qui voulait pas d'enfant. Et donc pour moi, c'était premier rendez-vous. Limite, si je l'avais rencontré sur les réseaux sociaux, j'aurais dit dans ma bio que je veux des enfants. Enfin, c'était vraiment non négociable pour moi. Donc j'aurais dit que si c'est une chose qui est vraiment non négociable pour vous, dites-le dès le début, quoi. Parce que c'est comme ça que vous allez déterminer si cette relation elle peut aller quelque part ou pas.
Et l'autre question, c'est quand la personne veut des enfants. Parce que parfois, les gens disent « Ah oui, je veux bien des enfants et tout », mais après, tu réalises qu'ils veulent des enfants, mais genre dans 10 ans. Et toi, t'as déjà 35 ans, tu te dis « Bon, si c'est dans 10 ans, comment te dire que je sais pas si mes ovaires, ils seront prêts ?» Donc, ça compte aussi de savoir dans combien de temps. Ça me fait penser à Love is Blind, vous savez, la série sur Netflix. Et il y avait la question, pendant qu'ils étaient en train de sortir ensemble, d'avoir des enfants. Et puis après, il y en avait qui voulaient des enfants, mais juste pas là. Et il y en avait aussi qui voulaient des enfants, mais genre là, dans quelques mois. Et pour moi, ça, c'est vraiment important d'être compatible sur ça, parce que c'est un non négociable. Être en couple, quand on veut des enfants avec quelqu'un qui n'en veut vraiment pas, c'est chaud. C'est chaud parce que l'un ou l'autre va faire une concession pour quelque chose qui, comme je disais, n'est pas un désir rationnel. C'est pas un désir rationnel vouloir des enfants. Si on voulait des enfants pour des raisons qui étaient rationnelles, en fait, on n'en voudrait pas. Désolée, mais quand tu fais le calcul, c'est hyper compliqué d'avoir des enfants. D'élever des enfants, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, ça te donne des cheveux blancs, enfin, c'est pas un truc facile. Et pour moi, c'est pas un désir qui se calcule, c'est pas un désir qui se force, c'est pas un désir qui... c'est vraiment le truc, tu veux des enfants parce que tu veux des enfants, pas parce qu'il y a une raison logique derrière, quoi. Personnellement, c'est ce que je pense, je trouve pas ça logique de vouloir des enfants. Mais j'en ai toujours voulu parce que je sens que sur mon chemin de vie, c'est important d'en avoir. Et vous verrez tout à l'heure que j'ai dû même remettre ça en cause comme pensée. Mais voilà, bref, c'était une parenthèse. Mais ouais, première étape, trouver quelqu'un et s'assurer que cette personne en veut. Voilà. Ou sinon, commencer une PMA en étant célibataire, c'est possible aussi, comme je disais. Du coup, comment ça s'est passé pour nous? Bah déjà, quelques mois après les débuts du couple, je crois que ça faisait 3 ou 4 mois qu'on était ensemble, je me rappelle que j'ai eu un gros baby blues, genre j'ai eu un moment de breakdown total. Je me suis retrouvée à pleurer dans les bras du chéri, genre, pas comme si c'était mon mec, mais comme si c'était mon ami, parce que j'étais en train de lui dire... Je suis trop triste, j'aurai jamais d'enfant, c'est fichu pour moi. J'ai toujours voulu être maman, mais c'est pas dans les cartes pour moi. Enfin, je sais pas, j'étais dans une espèce de tourbillon. Ça faisait 3 ou 4 mois qu'on sortait ensemble. Et je faisais comme si c'était pas lui, potentiellement, avec qui je pouvais avoir des enfants. J'étais en mode, je suis trop triste et tout. Mais il me disait, mais tranquille, on est en couple, ça se trouve, on aura des enfants ensemble, tu sais. J'étais là, oui, mais je vais pas te mettre la pression, je veux pas que tu te dises que nanana et tout. Bref, je suis partie dans une spirale et pas possible, quoi. Et il était là, mais je veux des enfants. C'est juste que ça fait que 3 mois qu'on est ensemble. Donc ça se trouve, tu auras des enfants, Olivia. J'étais là, ouais, peut-être, mais peut-être pas. Bref, j'ai eu un blues, mais qui ne venait pas de lui ou même de notre couple, qui venait probablement de choses du passé, parce que j'ai entendu des phrases sur moi qui m'ont fait mal en fait par rapport à la maternité et qui sont fausses, hein, soyons honnêtes. Mais par exemple que j'étais pas assez patiente pour avoir des enfants, que j'étais pas assez organisée pour avoir des enfants, que j'étais pas faite pour avoir des enfants. Euh, et c'est des ex hein, qui m'ont dit ça, des gens pas cool. Et en fait, il y a une part de moi qui a peut-être cru, parce que il y a un truc chez moi, il y a une énergie chez moi qui est assez égocentrée. Je le dis pas pour faire genre, hein, mais c'est vrai. J'ai une partie très individualiste en moi, dans le sens où je suis un peu genre, j'ai un objectif, j'y vais, je vais droit devant, etc. Mais j'ai une espèce de mission, je sais pas comment l'expliquer. J'ai genre moi et je regarde devant. Et donc quand les gens... c'était essentiellement une personne, on va pas... Voilà. Quand cette personne, par exemple, m'a dit ça, il y a une part de moi qui l'a reconnu comme étant pas faux, parce que c'est vrai que je suis tellement parfois focus sur moi, ce que je fais, mes actions, etc., que je me disais, bah, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison et que je suis pas assez bien ou comme il faut. Mais après, en fait, c'était vraiment faux. Et je me rappelle qu'à l'époque, mon chéri m'avait dit, non mais t'es déjà maman, t'as toutes les qualités d'une maman. Enfin, il m'a listé toute une liste de qualités que j'ai, qui font que je pense que je serai une bonne mère. Enfin, j'espère. Non, je pense que c'est bien parti. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Enfin, c'est objectivement vrai. Je suis patiente, je suis généreuse, je suis à l'écoute. Euh, je suis en fait très, très, très
je sais pas, j'ai beaucoup d'amour pour les gens en général, donc il me disait non, non, t'inquiète, ça va aller. Mais j'ai eu un blues en fait. Et pour moi, c'était ça un peu l'une des premières étapes de manifester cette grossesse à deux, c'était de lui me dire des choses qui m'ont rassurée, indépendamment de notre couple en fait, mais de me dire des choses qui m'ont rassurée sur mes qualités et qui j'étais et que j'étais capable de recevoir ça. Et en même temps, qui détermine qui mérite d'être maman ou pas? Franchement, c'est ridicule. Enfin, surtout pas un mec, hein. Il peut pas dire ça. Tu vois, c'est genre cet ex, il peut pas te déterminer ça. Mais en tout cas, mon copain, moi, il m'a dit que c'était bon. Donc je me suis dit, ok, c'est bon. Bref. Et un peu après ça, enfin, ça s'est mis dans ma tête que je voulais des enfants avec mon chéri en particulier. Mais c'était clairement pas pour tout de suite, on n'habitait pas encore ensemble. Je répète que ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Et donc c'était pas pour tout de suite. Mais j'ai commencé à me dire que ça pourrait être un bon père pour mes enfants parce que il est patient, il prend soin des autres, il est vraiment cool, j'aime être avec lui. Et je nous voyais créer une famille. Et tous les deux, on a comme point commun qu'on est très 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 famille. Nos familles sont très importantes pour nous, on prend beaucoup soin de nos familles, chacun respectivement, on a des rôles assez particuliers dans nos familles. Et c'était ouf d'avoir quelqu'un si en miroir par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a vécu des choses hyper, hyper similaires en fait par rapport à nos familles. Et donc du coup, c'est comme si on nous avait... Des fois, je lui dis, on dirait qu'on nous a pris, on nous a mis ensemble, quoi. On nous a dit, allez, vous deux, hop, là. Et donc, j'ai commencé à vraiment me projeter dans le fait que ça pourrait être le père de mon enfant, mais je me suis pas dit qu'on va avoir un enfant demain, tu vois. Mais en tout cas, ça a commencé à se clarifier. Et puis en parallèle de ça, je crois qu'un ou 2 mois après, j'ai dû voir sur Instagram quelqu'un dire que quand tu faisais du sport, ça aide à l'accouchement. Franchement, le truc random. Et à l'époque, je parlais du fait que j'aurais bien aimé me remettre au sport. Donc je me suis remise au sport. C'était il y a genre 3 ans, je sais pas, ou 4 ans, je ne sais pas. Et je me suis remise au sport. Et l'une de mes intentions, c'est un petit peu bizarre à dire, mais c'était vrai, c'était que mon corps soit prêt à accoucher, que je me sente tonique et énergique le jour où je dois accoucher. Parce que ça faisait des années que je faisais plus de sport, je me sentais pas tonique du tout. Et, euh, et en fait, mon intention, c'était d'être forte. C'était pas d'être mince. D'ailleurs, en je ne sais pas combien d'années de sport, je crois que j'ai pas perdu de poids. J'ai, j'ai stabilisé mon poids. C'était pas d'être mince, voilà, c'était d'être forte et musclée. Et donc, j'ai commencé à faire du sport. Ça fait partie de mon processus de manifestation. Parce que j'ai commencé, en fait, doucement. J'étais prête à avoir un enfant. Plus j'ai conçu ma vie comme si j'allais en avoir un. D'ailleurs, c'est un conseil de manifestation que si tu veux quelque chose pour ta vie, tu agis comme si c'était déjà là ou comme si c'était en chemin. J'ai beaucoup fait ça pour un enfant. Il y a beaucoup de fois, il y a de nombreuses fois où j'agissais comme si j'en avais un ou comme si j'allais en avoir un et j'ai pris un tas de décisions par rapport à cet enfant. Alors, avant même que le projet d'enfant soit là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris plein de décisions dans ma vie sur comment je l'organisais dans le but plus tard d'avoir des enfants. Ne serait-ce que le fait d'être entrepreneur, je me rappelle je suis devenue entrepreneur, je crois que j'avais 23 ans, 24 ans, j'ai quitté mon travail salarié parce que l'une des raisons, c'était que je voyais que les femmes qui travaillaient, elles avaient beaucoup de mal à passer du temps avec leurs enfants, et quand elles passaient du temps avec leurs enfants, ça affectait leur carrière. La crèche était hyper chère, enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça, et je me disais, waouh, si je reste dans ce métier, je pourrais pas prendre soin de mes enfants. Et donc du coup, le fait d'avoir des enfants, ça a quand même guidé pas mal de choses dans ma vie. Comme je disais, c'est un désir qui est là depuis toujours. Donc, en fait, je suis entrepreneur parce que je veux des enfants. Et ça, c'était très, très clair. C'est l'une des raisons. C'est pas la seule raison, parce qu'il y en a plein. Mais c'était important pour moi d'être flexible et libre. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est chouette, quoi. Donc, voilà. Et du coup, voilà. Donc, ça, c'était les tout débuts de cette petite graine d'idée. Et puis, le temps passe et on s'installe en Guadeloupe. Donc, on habitait en Île-de-France et puis on s'est installé en Guadeloupe. On s'est installé en Guadeloupe et puis voilà, on a une maison, on habite ensemble. Je crois qu'on a eu notre premier animal. On a dû avoir Cookie, je sais pas. Bref, on s'est posé. Moi, dès qu'on est arrivé, j'étais prête à faire des bébés. Franchement, je me suis dit, c'est bon, on est une maison, on peut faire des bébés. Mais mon chéri n'était pas prêt. Il m'a dit, attends, tranquille, enfin, laisse-moi respirer. Et effectivement, il avait beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place en arrivant. Et puis un jour, d'ailleurs c'était autour de mon anniversaire, il était prêt.
Il était prêt et il m'a dit c'est bon, on peut y aller. Et du coup, on a arrêté toute contraception et on a commencé. Et c'était vachement léger au début, c'était vraiment pour voir quoi. On n'avait pas de stress, on se posait pas trop de questions, c'était juste ben voilà, déjà on a fait un gros pas en admettant qu'on était prêts tous les deux. Donc on y est allé. Et on a essayé pendant 1 an. Alors j'aime pas trop le terme essayer, mais on a fait l'amour pendant 1 an sans contraception de façon à avoir un enfant. Ça a duré 1 an et au début de cette année-là, ben c'était un peu... au début, enfin, on se posait pas trop de questions, on se disait que ça peut prendre du temps, voilà. Euh, bon, tranquille, hein, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est bizarre quand même que ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Il y a toujours pas de bébé. À chaque fois que j'avais mes règles, j'avais un peu de, ah mince, c'est pas ce mois-ci, toujours pas ce mois-ci, etc. Et donc du coup, un peu de questionnement en mode, attends, mais est-ce que j'ai un problème? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez moi? Lui aussi, peut-être il se posait les mêmes questions. Est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez moi? Enfin, on a commencé à vraiment se poser des questions. Et, euh, et c'est là qu'en parlant avec des amis, elles m'ont dit non mais c'est bon, on va voir le médecin et discute et voyez s'il y a potentiellement quelque chose, vous pouvez faire des analyses et au moins vous saurez. Et donc du coup on est allé chez le médecin, chez ma gynéco, on lui a dit que ça fait 1 an qu'on essayait. À l'époque on faisait l'amour assez régulièrement, plus ou moins régulièrement, ça dépendait des mois parce que aussi quand tu es déçu de ne pas avoir eu d'enfant à certains mois, ben, des fois c'est difficile de continuer à faire l'amour parce que tu as un peu une légère appréhension. Mais en tout cas, je suivais mon ovulation avec une appli. Bon, mon médecin n'aime pas les applis, donc et je pense pas que c'était hyper efficace, mais ça m'aidait mentalement à être calme. Et donc, on essayait de faire l'amour autour de mon ovulation. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas fonctionné comme ça au début. Et du coup, euh, et du coup on a commencé à faire des analyses. On a fait toutes les analyses. C'est énormément d'analyses, genre un truc de ouf. Et, euh, et je pense que c'était par rapport à mon âge et par rapport au fait qu'on avait essayé pendant 1 an, parce que je pense que tu fais pas forcément ce check-up-là tout de suite quand tu veux un enfant, ça dépend. Mais en tout cas, quand ça fait 1 an, la plupart des médecins seront OK, des gynécos seront OK, je pense, de faire ce process. On a fait tout un tas d'analyses, on a fait tout un tas de choses, et on a réalisé qu'il n'y avait aucun problème médical, enfin, on n'a rien trouvé, quoi. Il y a potentiellement une raison qui pouvait être que mon cycle était court et donc que mon ovulation n'était peut-être pas là où je pensais, mais même ça, c'était un peu flou. Donc là, on en est au stade où bon, on n'a pas de raison médicale, ça fonctionne juste pas. Je vais faire une parenthèse parce qu'avant qu'on continue sur le médical, moi j'ai aussi regardé spirituellement ce qui passait à l'intérieur de moi parce que je suis très ancrée dans ma spiritualité, dans mon rapport à mon intuition, à mon corps, au divin. Et je me suis posé des questions. La première question c'était est-ce qu'il pourrait y avoir une raison inconsciente que je ne veuille pas d'enfant? Parce que c'était possible que mon corps repousse l'idée, même si c'est un désir qui est fort, c'était tout à fait possible que mon corps, pour une raison X ou Y, repousse l'idée d'avoir un enfant. Et Et j'ai senti que pour moi, même si je le voulais vraiment, il y avait un truc qui me faisait peur, c'était la perte de liberté. Le fait que toute ma vie, j'ai fait, pas toute ma vie, mais pendant au moins les 10 années précédentes, j'ai fait ce que je voulais, comme je voulais. Quand une relation n'allait pas, je suis partie quand j'ai réalisé qu'il fallait partir. Quand un pays n'allait pas, j'ai déménagé. J'ai quitté toute situation qui me dérangeait. Et en fait, j'ai la fuite un petit peu facile quand même. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, bien sûr, c'était la bonne décision de partir. Clairement, 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 clairement. Mais il y a des fois où je sais en moi qu'il y a cette énergie de fuite qui est moi c'est bon, ça me saoule, j'arrête quoi. Sauf que tu peux pas faire ça quand t'as un enfant. Tu peux pas juste dire oh ça me saoule d'avoir un gosse, je m'en vais. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui avait hyper peur de se retrouver coincée dans une situation qui lui conviendrait pas et dont elle pourrait pas s'échapper. Il y avait une part de moi qui avait peur d'être plus libre, de ne plus être libre. Et je me disais, est-ce que je pourrais toujours voyager? Est-ce que je pourrais, voilà, avoir le genre de vie que j'avais avant? La réponse est non. Mais bon, j'avais quand même cette appréhension. C'est pas la même vie quand t'as un enfant, quand t'en as pas, ça, c'est clair. Mais bon, en tout cas, c'était des questions que j'avais. Je me disais même, mon couple, je vais être un peu plus obligée de faire en sorte qu'il marche si on a un enfant. Alors que si on n'en a pas, ben, le jour où il me gave vraiment, vraiment beaucoup, je peux dire, ouais, tu sais quoi, je me casse. Et
Et pour moi, c'était vrai en fait. J'étais pas fière de penser ça, mais c'était vrai que pour moi, avec un enfant, il y avait la peur de ne plus être libre de faire les choix que je faisais avant. Et j'ai dû faire ma paix avec ça et me dire qu'en fait, justement, la vie ne sera plus comme avant, mais en fait, c'est comme une nouvelle vie qu'on choisit. C'est une nouvelle vie qui est différente. Je choisis d'être la mère de quelqu'un et donc d'être responsable de cette personne et de rester. Et pour moi, ce choix de rester, ça a été un choix hyper important. Le choix de rester avec mon enfant, le choix de rester dans mon couple, le choix de rester même physiquement là où je suis en Guadeloupe, même si j'ai vraiment pas envie de partir, j'aime trop mon île. Mais vous voyez, le choix de m'ancrer. Et c'était un choix à faire consciemment. Ensuite, il y avait la peur de ne pas être assez bien. Je vous disais au tout début, ces espèces de projections que j'avais, qu'il fallait être comme ci, comme ça pour être maman. Et en fait, ça, c'est parti assez vite. Je me suis dit, non, mais de toute façon, y a... s'il y avait une liste de critères à remplir pour être maman, ça se saurait, parce que toutes les mères sont différentes, toutes les mères font de leur mieux. Peut-être pas toutes, mais en tout cas celles que je connais. Et de toute façon, on peut pas savoir à l'avance comment ça va être pour nous d'être maman. Et on a toutes des styles différents, on a toutes des points forts et des points faibles. Enfin, c'est aussi varié que le fait d'être humain. Donc ça, c'est une croyance qui est partie assez vite, celle de pas être assez bien. Et ensuite, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Spirit Babies, si vous lisez l'anglais. Il m'a beaucoup aidée parce que j'étais dans le flou, en fait, par rapport à tout ce qui se passait. Donc ça, c'était peut-être avant qu'on fasse les analyses, qui ne nous ont pas donné plus d'infos. Mais bon, j'ai lu ce livre, Spirit Babies, qui parle un peu de comment spirituellement les bébés arrivent sur Terre. Et comment, en fait, une âme d'un enfant va choisir ses parents et comment cette âme va venir. Et en fait, dans ce livre, il y a des outils pour communiquer avec un bébé qui va venir. Et j'ai parlé à mon bébé, en fait. J'ai réussi à capter son énergie, à le voir. Et il y a une peur qui est venue de cet enfant qui était effectivement la peur que je l'abandonne. Et ça m'a fait mal parce que j'avais pris conscience de ça aussi, mais tu vois, t'as une part de toi qui a envie de te dire, mais non, en fait, ça va. Et en fait, j'avais un bébé devant moi qui avait peur qu'on l'abandonne parce que c'était comme si dans une vie précédente, il avait été abandonné par moi. Et donc, la, la peur de l'abandon faisait que ce bébé qui voulait s'incarner ne s'incarnait pas et ne venait pas en fait sur Terre. Ne venait pas parce qu'il se disait je veux pas revivre l'abandon donc je ne viens pas. Et ça c'était un peu triste pour moi parce que je me suis dit ah ouais quand même c'est waouh, je dois vraiment faire ce choix, enfin je dois vraiment faire le choix que je n'abandonnerai pas mon enfant. C'est pas facile à faire parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite, mais je dois faire ce choix de responsabilité, d'ancrage, de décision en fait, de me dire non je l'abandonnerai pas. Et donc du coup je l'ai pas fait automatiquement parce que vous voyez, c'est des choses qui sont vraies, qui sont ancrées, donc je vais pas lui dire ah non mais t'inquiète, tout va bien se passer, etc. Il doit y avoir une part de vrai dedans, comme je vous le disais auparavant. Et donc du coup, je suis restée avec cette question pendant plusieurs jours et me dire ok, dans quelle mesure honnêtement je suis capable d'abandonner un enfant et de regarder cette ombre en fait, cette part de moi qui n'est pas belle, qui est un peu moche, hein, qui n'est pas louable. Et et après, faire le choix d'accepter qu'il y a une part de moi qui en est capable, mais faire le choix que je le ferai pas en fait. Et c'est ça qui est beau avec le travail de l'ombre, c'est un travail et c'est un travail que je fais avec mes clientes aussi, c'est un travail où on va regarder les parts de nous qui ne sont pas forcément belles, et plutôt que de les laisser nous régir sans qu'on en soit consciente, on les intègre. On se dit oui, il y a une possibilité que, mais je choisis de ne pas. Et c'est ça que j'ai fait en fait. Je me suis dit, il y aura peut-être une part de moi qui va toujours vouloir cette liberté de claquer la porte et de se casser, mais je fais le choix conscient de ne pas faire ça. Et ça a été assez pour apaiser mon âme, ça a été assez pour apaiser mon bébé, parce qu'après, quelques mois après, j'ai refait la pratique et j'ai demandé est-ce que tu as toujours peur que je t'abandonne, et c'était non, j'ai pas peur. Bon, et c'était quand est-ce que tu viens, et réponse floue. Genre, j'arrive, t'inquiète pas. Et donc du coup, j'en reviens au moment où on a fait les tests, on a fait tous les tests, on a fait toutes les analyses, on n'a eu aucune raison médicale de ne pas tomber enceinte, de ne pas avoir de grossesse. Et donc là, le médecin nous a fait passer en commission, parce qu'il faut passer en commission pour avoir une PMA. Je crois que ça a changé de nom, je crois que c'est AMP maintenant, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est procréation médicalement assistée, c'était ça le nom à l'époque. Et donc du coup, on avait deux options, soit faire une insémination
avec sperme du parent, du conjoint. Et donc, c'est une insémination où on va insérer le sperme qui est trié, etc., dans l'utérus. Soit faire une FIV, qui est une fécondation in vitro, où on va féconder à l'extérieur de l'utérus un ovaire avec du sperme. Un ovaire ou un ovule? Un ovule avec du sperme, pardon. Et l'insérer à l'intérieur de l'utérus. Et en fait, en général, le protocole, c'est qu'on essaie 3 inséminations et si ça ne fonctionne pas, on essaie 3 FIV. Tout étant couvert par la sécurité sociale, normalement. Je sais juste que moi, j'ai rien payé, mais normalement, c'est couvert. Et ce qui est très bien en France parce que dans d'autres pays, ça coûte des dizaines de milliers d'euros de faire ça. Et donc, on a un gros avantage et hyper cool. Et donc, du coup, on a décidé de commencer... Enfin, on a commencé les inséminations. Et le processus d'insémination, déjà on a rendez-vous avec notre gynéco, la biologiste, etc., etc., qui nous explique plein de fois le parcours. Je crois qu'on a dû avoir un premier rendez-vous et on avait 30 jours pour vraiment être sûr. Pendant ce temps-là, je suis partie en voyage. Je suis partie au Costa Rica pour une retraite de sexualité sacrée, de tantra. Et j'ai eu le Covid. C'était le pire Covid de ma life. J'ai eu le Covid genre 3 ou 4 fois. Mais ce Covid-là, seul, dans une chambre d'hôtel au Costa Rica, c'était genre... Je sais pas, ça devait être une espèce de nettoyage chamanique de quelque chose. Hein. J'ai jamais eu autant mal de ma vie. J'avais mal partout. J'avais tellement mal que j'avais envie de sauter par la fenêtre et de plus être là. Mais bon, pas à ce point-là, mais vraiment, genre, j'avais envie de m'arracher. J'avais mal à la tête, j'avais mal au dos, j'avais mal au ventre, j'avais mal aux jambes. J'avais envie de prendre chaque morceau et les mettre dans des bacs à glaçons pour calmer la douleur. C'était atroce. Et j'étais seule. Mon chéri me manquait, ma maison me manquait, ma famille me manquait, mes animaux me manquaient, tout me manquait. J'étais seule pendant 5-6 jours. Waouh, c'était hardcore. Franchement, c'était hardcore, mais je pense que c'était une espèce de truc spirituel chelou. Je sais pas expliquer. Mais, mais voilà. Et je suis revenue. Et après ça, j'étais tellement contente de rentrer chez moi, vous imaginez même pas. Ensuite, avec le chéri, ce qu'elle nous a dit, la biologiste à l'époque, c'était que le plus important, c'était de créer un bon environnement pour nous. De nous sentir bien, de nous sentir détendus, qu'il y ait une bonne vibe entre nous. Et c'est vrai qu'on a amplifié ça, en fait. À partir du moment où on a commencé le processus, on a fait attention à passer du temps ensemble, à s'écouter, à faire des balades, à vraiment, enfin, c'est toujours comme ça, hein, mais je veux dire, je sens qu'on a amplifié ça parce que ce bien-être, il est important. C'est comme si tu crées un cocon énergétique, en fait. Et ce qu'elle nous a dit, la dame, c'est que l'insémination n'a pas plus de taux de réussite que la nature. Et donc, si on peut accompagner la nature avec notre propre énergie, c'est top. Donc, on a fait ça. À un moment donné, dans le process, on est partis en vacances tous les deux. On est partis quelques jours. C'était hyper cool. Parce qu'on est rarement tous les deux. Et là, on a pu partir tous les deux. C'était vachement bien, etc. Donc, on a vraiment pris soin de nous. Et je pense que le fait d'avoir commencé l'insémination a ancré l'importance que ça avait pour nous d'avoir un enfant. Vous savez, le choix dont je parlais au début, le choix, eh bien, quand tu fais ce process, quelque part, tu fais le choix conscient que tu veux un enfant. Genre, t'es pas en train de te dire, ah tiens, c'est bien si ça arrive, c'est bien si ça arrive pas. Non, t'es en train de le faire. Et ça m'a beaucoup aidé de voir la détermination de mon compagnon aussi, pour qui c'était genre, on fait tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on peut faire, on fait, du moment que c'est ok pour moi, pour toi, Olivia, pour moi donc, et ton corps et tout ça, on y va. Donc du coup, on a fait un premier tour de PMA. Donc ça commence par des injections. On donne des injections pour stimuler l'ovulation. Et puis, quand les follicules sont assez gros, on peut déclencher l'ovulation. Donc en fait, les injections, c'est pour stimuler la croissance des follicules. Et quand les follicules deviennent assez gros, il y en a 1 ou 2 qui deviennent des ovules. Et on va déclencher l'ovulation. Ce process, il est pas très long. Je crois que ça a duré quoi, 1 semaine, où tous les jours, j'avais une infirmière qui venait faire des piqûres dans le ventre. Ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la cuisse, qui sont des hormones, en fait. Le truc qui était probablement le plus dur, c'est qu'après 3-4 jours, on doit aller voir le médecin pour vérifier la taille des follicules, parce qu'ils doivent être ni trop petits, ni trop gros. Il y a une taille spécifique. Et
Et du coup, on se retrouve à faire des allers-retours à 45 minutes de chez nous pour ça. Et je dirais que les allers-retours, c'est le plus fatigant et le plus stressant de faire ça. Sur une semaine, on devait le faire 2 ou 3 fois juste pour vérifier. Et puis quand c'est la bonne taille, on décide de quand on va déclencher l'ovulation. Et quand on déclenche l'ovulation, c'est avec une grosse aiguille, avec une autre injection, et on a 36 heures pour faire l'insémination. Donc quand l'ovulation est déclenchée, voilà, pas de rapport entre le déclenchement et l'insémination. Quand vient le moment de l'insémination, quelques heures avant, le sperme du partenaire est traité. Donc en gros, on va le rendre optimal. Je ne sais pas le processus, mais bref, on le rend optimal, on prend les meilleurs spermatozoïdes qui vont le plus vite, etc. Et comme ça, on a un nombre de spermatozoïdes. Voilà, on peut savoir à peu près combien de spermatozoïdes viables il y a. Ensuite, l'insémination a lieu quelques heures après. Et l'insémination, en fait, c'est avec un cathéter qui rentre dans le col de l'utérus. Et c'est pas un processus hyper lourd de base, mais pour moi, ça l'était. Mais c'est vraiment... Normalement, il y a un petit orifice dans le col de l'utérus, tout petit, par lequel le cathéter peut passer sans problème. Et donc, ça passe par là, et puis bam, on met les spermatozoïdes dedans. Et ensuite, on attend. On peut que attendre de voir si dans 15 jours, on a nos règles ou pas, si on fait un test de grossesse ou pas, si on est enceinte ou pas. Avant d'aller plus loin, je voulais dire qu'il y a un examen que j'ai fait, et je pense que c'est important d'en parler. C'est une hystérosalpingographie, je crois. Salpingographie, I don't know, c'est un nom hyper long comme ça commence par hystéro. Et en fait, c'est un examen qu'on fait dans un labo de radiologie où on va insérer un liquide dans l'utérus pour vérifier que le liquide circule bien dans les trompes. Et donc, avant même de faire une insémination, on vérifie avec cette hystérosalpingographie, j'ai dû chercher sur Google le nom tellement il est long, que le liquide circule bien. Ça peut être une des raisons d'infertilité, qu'en fait, le liquide ne passe pas. Et moi, dans mon cas, ça passait. Mais je le précise juste parce qu'avant même de faire une insémination, il faut s'assurer que si tu l'as fait, elle va marcher, ou elle a des chances de marcher. Et donc, on fait l'insémination. Je me rappelle que la première fois, j'étais hyper nerveuse, hyper tendue. C'était dur, et donc du coup, je respirais, chérie me tenait la main, me caressait les cheveux, j'étais... Ouh. Et pourquoi tendue, je ne savais pas, et le médecin me dit « Mais pourquoi c'est aussi tendu ?» Je dis « Je sais pas !» Et mon col de l'utérus était vachement dur à trouver, enfin bref, c'était pas facile. Mais en tout cas, j'ai pas eu de douleur, ça s'est bien passé, et ensuite c'est fait, et ensuite on attend. Mais malheureusement, cette insémination, elle n'a pas marché, dans le sens où je suis pas tombée enceinte cette fois-là. Et du coup, j'ai eu mes règles et j'étais hyper triste. Et je me disais, mais c'est pas grave parce que le médecin a dit que ça prend 3 inséminations pour tomber enceinte en général. La moyenne, c'est ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Je sais pas, c'est une moyenne. Donc je me disais, de toute façon, c'était sûr que le premier tour, ça n'allait pas marcher. Enfin, je sais pas, j'essaie de rationaliser. En tout cas, on savait que le premier tour, ce serait pas forcément là où il y a le plus de chances que ça marche. Donc il n'y a pas de souci. Non, on est passé à autre chose assez rapidement. On fait une pause parce qu'en fait, comme tu as un mois de cycle, t'attends le prochain. Et on fait une deuxième insémination. Et là, même processus, hein, les injections, les allers-retours pour vérifier la taille des follicules, les injections de stimulation, les allers-retours, le déclenchement de l'ovulation, et bam, on refait l'insémination. Et là, cette fois, ça s'est pas très bien passé pour moi. Pour une raison que du coup on n'a pas déterminée, je vous expliquerai pourquoi, j'ai eu hyper mal à l'insémination, comme si mon col de l'utérus était bouché. Et c'est pas vraiment normal, c'est pas censé faire mal, c'est pas agréable. Mais moi j'ai eu des douleurs en fait. Et bref, mon docteur a dû faire pas mal de choses, etc. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en tout cas j'ai eu mal. On a réussi à faire l'insémination, mais je me rappelle que je pleurais. Parce que, non pas de douleur, parce que ça allait, hein, c'était vraiment supportable, mais je me disais, est-ce que je vais réussir à le faire encore une fois ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pouvoir faire tout ce qu'il faut pour avoir ce bébé ? J'avais peur de pas y arriver en fait. Et ouais, je me disais, si ça marche pas cette fois-ci, est-ce que je vais pouvoir continuer ? Parce que cette douleur, elle était pas agréable. Elle était étrange, enfin bref.
Bref, c'était bizarre. Et donc du coup, le médecin m'a prescrit de faire un autre examen du col de l'utérus pour voir s'il n'y avait pas du tissu cicatriciel qui avait pu venir d'avant, de bien avant, etc. Mais finalement, on l'a pas fait. Je vais vous dire pourquoi. Et donc voilà, deuxième tour d'insémination. Bon, cette fois-ci un peu plus émotionnée. Chérie demande, tu veux continuer? Je lui dis oui, on va continuer, mais c'est juste qu'il faut que faut que je prenne le temps de me reprendre, de me remettre et de me dire que ça va aller, qu'on va trouver des solutions et tout. Et là, je me dis, en fait, j'aimerais passer directement à la FIV, la fécondation in vitro, où en fait, tu crées l'embryon à l'extérieur de l'utérus et ensuite tu insères l'embryon. Pourquoi? Parce qu'une FIV a plus de chances de réussite. Et comme je me disais, je sais pas combien de fois je vais pouvoir faire ça, je disais, peut-être qu'on passe à la FIV, comme ça, même si j'ai mal la prochaine fois, au moins je sais qu'il y a plus de chances de réussite. Mais l'idée, c'était de pas avoir mal. L'idée, c'est de faire les analyses pour ne pas avoir mal. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'était genre, plutôt que de répéter une procédure qui est moins invasive mais qui a un peu moins de chances de réussite, je vais prendre une procédure qui est plus invasive mais qui a plus de chances de réussite. Et donc j'ai dit ça à mon médecin, elle m'a dit ok, pas de problème, je comprends. Après la FIV c'est plus invasif dans le sens où il faut faire une ponction des ovules, il y a plus d'étapes, les étapes sont plus médicales, c'est un peu plus lourd. C'est pour ça qu'on propose pas une FIV au début en fait. Sinon on la ferait direct, mais c'est parce que les étapes sont un peu plus lourdes. Et du coup, elle me dit ça, et je crois que je sais pas, c'était autour de la fin de l'année, je sais plus trop. Et elle m'envoie les documents, après une certaine période, je crois qu'elle était en vacances, elle m'envoie les documents pour la gynéco, elle m'envoie les documents pour la FIV, et en fait, je réalise que je dois changer de médecin, et je dois changer de labo, parce que ça se fait à l'hôpital et pas dans le labo de biologie. Et là, j'ai un petit coup de « Oh, j'ai pas envie de changer de médecin, mon médecin est vraiment super ». J'ai pas envie de changer d'aller à l'hôpital parce que j'adore ma biologiste. Enfin, j'avais une équipe tellement bien que j'ai eu un petit moment de flemme. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais cette deuxième insémination n'a pas marché non plus. J'ai eu mes règles en fait, et c'est après mes règles qu'elle m'a. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait un décalage dans ma tête. J'étais là, ça s'est passé quand? Mais j'ai eu mes règles et donc du coup, j'ai fait un test de grossesse. On fait quand même un test de grossesse malgré les règles pour être sûr. Donc j'étais pas enceinte et c'est là où j'ai dit au médecin pour la FIV, elle m'a donné les documents, etc. Et là, j'étais assez déçue, mais encore une fois, je me disais, de toute façon, on savait que, voilà, en général, il faut plusieurs fois pour que, je sais pas moi, le corps s'habitue, que nous-mêmes, on s'habitue au process, donc tranquille. Bon, un peu triste, mais quand même, on continue. Et puis après, quand j'ai vu que la FIV devait avoir lieu ailleurs, avec un autre médecin, etc., là, j'ai eu un petit coup de découragement. J'ai un petit coup de, relou. Relou parce que difficile de recommencer avec une autre équipe médicale, quoi. Et du coup, j'ai pris quelques jours pour contacter ces personnes. J'ai pas contacté direct. Je me suis dit, je vais à mon rythme, je vais pas me bousculer, tranquille. Et nous, en attendant, on continue de faire l'amour normal. Et il y a autre chose qui s'est passé spirituellement ce mois-là. Quand la deuxième insémination n'a pas fonctionné, je me suis reposé la question de si spirituellement, il y avait encore des choses qui m'empêchaient de recevoir ce bébé. Est-ce qu'il y avait encore des choses que je devais apaiser, nettoyer, etc. C'est à double tranchant parce que ça fait qu'il y a une part de toi qui se dit c'est à cause de moi, c'est ma faute, il y a un truc que j'ai pas soigné, etc. Et en même temps, en fait, t'as envie de savoir qu'est-ce que tu peux faire, tu vois. Et donc, du coup, je me suis remise à l'intérieur de moi. J'ai une fille que je suis sur Instagram, une femme, qui s'appelle Catherine Zankina. Son compte, c'est Manifestation Babe, si vous connaissez pas, c'est trop bien. Et je suivais à l'époque un petit programme d'elle, où, je sais pas, j'écoutais un audio. Et elle disait que quand on veut manifester quelque chose dans sa vie, donc quand on veut accueillir quelque chose dans sa vie qu'on désire, c'était très important d'être détaché et de se dire que toutes ces choses, ce sont du bonus. Que même si tu le désires du plus profond de ton cœur, en fait, c'est du bonus dans ta vie. Ta survie n'en dépend pas. Ce qui est essentiel dans ta vie, c'est manger, dormir, boire, avoir un toit sur ta tête. Et ça, tu l'as la plupart du temps déjà. Et donc ça, c'est la survie. Mais tout le reste, tous les autres désirs qu'on a, c'est pas de la survie. Et on a tendance à attacher beaucoup de charges émotionnelles et beaucoup d'importance sur ces autres désirs. Et elle a donné spécifiquement l'exemple d'un enfant.
Elle dit que c'est dur à envisager. Mais même si vous voulez un enfant du plus profond de votre cœur, dites-vous que même si vous n'avez pas d'enfant, vous aurez quand même une belle vie. Vous serez quand même heureux. L'enfant, c'est un bonus. L'enfant ne détermine pas si votre vie est bien ou pas, en fait. Et ça, c'était un peu dur, un petit peu dur à encaisser. Mais pareil, je me suis assise avec la pensée pendant 3-4 jours et je me suis dit, effectivement, je veux un enfant. Je veux vraiment un enfant. Mais même si je n'ai pas d'enfant, on sera heureux. Je me suis dit, on va voyager, on va passer du temps ensemble, on va faire des choses pour la communauté, on va construire quelque chose. Je serai probablement triste, j'aurai probablement des émotions, mais ça n'empêche qu'on pourra quand même avoir une très belle vie et ça ira. Mon chéri, lui, il aimait pas du tout cette notion. Il disait, non, on va avoir un enfant et tout. Mais moi, j'avais besoin d'être détachée pour accueillir, entre guillemets. Et donc, du coup, au début, j'y croyais pas vraiment. En le disant, je me disais, ouais, d'accord, oui, ok, on aura une belle vie, mais c'est un peu... ça sera pas la vie qu'on aura envisagée. Et je me disais, mon mec, il va me quitter. Je me disais, si on n'a pas d'enfant, il va me quitter. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais si on n'a pas d'enfant, tu vas me quitter, tu vas aller voir une autre femme. Et il me dit, mais qui te dit que c'est pas moi le problème qui fait qu'on n'ait pas d'enfant? Et j'étais là, j'en sais rien, mais j'en sais rien. Mais j'avais trop peur qu'il me quitte. Il me dit, non, ok, d'accord, très bien, c'est pas ça qui va faire qu'on se sépare. Ok, cool. Et je me suis projetée dans une vie où on n'aurait pas d'enfant, on aurait essayé, on n'en aurait pas. Et il y a un moment où c'est arrivé en moi que oui, effectivement, on aurait quand même une belle vie. Parce qu'on a plein de projets très créatifs au-delà de créer une famille. On a des projets d'entrepreneuriat, on a des projets pour notre communauté, on a des projets pour notre île, on a des projets pour nos familles, parce qu'on a des grandes familles. Il y a de quoi faire en fait. Et je me disais, on va être fertile, on va contribuer. Parce que la fertilité, c'est pas nécessairement avoir des enfants. Quand on parle de fertilité, en fait, c'est le fait de créer dans la vie. On va créer, on va continuer. Et donc il y a un moment où je suis arrivée au stade où c'était ok. Aujourd'hui, j'y crois pas parce que je suis enceinte. Je suis incapable de te dire c'est ok si dans ma vie il n'y a pas d'enfant parce qu'il y a un enfant qui pousse dans mon ventre et c'est pas ok dans ma vie s'il n'y a pas d'enfant, ok. Je tiens juste à préciser ça. Il faut un enfant dans ma vie là, c'est prévu. Mais en tout cas, à l'époque, c'était important pour moi de me détacher de ça et de me dire que même si j'ai pas d'enfant, j'aurai une belle vie. Ça m'a aidé à m'apaiser, ça m'a aidé à me sentir mieux. Et je vous le recommande, mais arriver au stade où c'est honnêtement vous, dans votre corps, vous sentez que vous pourrez quand même avoir une belle vie. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai refait la méditation de Spirit Babies. En fait, cette méditation, je l'ai fait 3 fois sur un an et demi. Je l'ai pas fait souvent, mais à chaque fois, je l'ai faite quand j'avais besoin. Et je suis allée de nouveau rendre visite au bébé et j'ai demandé, est-ce qu'il y a autre chose dont tu as besoin pour pouvoir arriver sur Terre? Et le bébé m'a dit non, c'est bon, c'est tout pour moi, c'est qu'une question de temps. J'étais là, ok. Est-ce que tu sais me dire quand tu vas arriver sur Terre? Non, il faut être patient. Ah, ok, et après là, ça se compte en semaines, en mois, en années. Il faut être patient. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ce bébé, il va arriver dans 5 ans. Il me dit, c'est en temps et en heure, mais je sais pas c'est combien de temps. En tout cas, voilà. Et le bébé, il avait, dans ma vision, il avait l'air hyper serein, il était entouré d'une lumière violette, tout allait vraiment bien, c'était hyper paisible, c'était juste une question de quand est-ce qu'il descendait sur Terre, quoi. Et bien sûr, je savais pas. Et en parallèle de ça, je dirais que j'étais très à l'écoute de divers signes, de divers messages. Parle à cette personne, contacte cette personne, revois cette personne, des choses qui n'ont rien à voir, ok, avec le fait d'avoir un bébé, mais qui, je pense, ont réglé des petites choses à l'intérieur de moi. Et c'est le conseil que je pourrais donner, même si c'est dur de donner des conseils sur ce chemin, parce que très honnêtement, il est tellement spécifique à chacun, ça n'arrivera pas du tout la même chose, pareil pour tout le monde. J'étais très connectée à ce qui se passe autour de moi et à mes intuitions. Et j'étais hyper obéissante de ma spiritualité dans le sens où je me disais, ok, je ressens qu'il faut que j'aille parler à cette personne, je ressens qu'il faut que j'aille suivre ce compte sur Instagram, je ressens qu'il faut que je revoie cette amie que j'ai pas vue depuis des années, je ressens qu'il faut que je dise ça à mon compagnon, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, je sens aujourd'hui qu'il y a plein de choses qui me pesaient et qui ont été soignées. Mais des toutes petites choses. Vraiment, c'était assez subtil, mais c'est juste que c'est plus là, en fait. Je sens que
maintenant, c'est plus là. Après, voilà, c'était juste plus là. C'était juste, je sais pas comment dire, c'est comme des toiles, des fils d'une toile d'araignée, plein de petites choses comme ça. Donc, je suis restée à l'écoute et j'ai juste fait là où, enfin, même si ça n'avait pas vraiment de lien, mais j'ai juste été là où mon intuition m'a dit. Et du coup, là, on est au stade où on doit recontacter pour faire la FIV, pour commencer un nouveau process. Et je suis censée avoir mes règles dans les jours qui viennent. Donc, j'ai mon appli que je suis pour mes règles. Premier jour censé des règles, j'ai une petite goutte de sang, je me dis bon, ça va pas tarder. Sauf que mes règles n'arrivent pas. Je sens mon ventre qui se tire, je ressens des crampes, je ressens de la douleur. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des retards de règles, mais là, c'était hyper bizarre. J'avais mal comme si j'allais avoir mes règles. Et donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours passent. 4 jours passent, et là, je suis dans le lit, et je dis à mon chéri, putain, je suis anxieuse, parce que mes règles n'arrivent pas, je me sens gonflée, je me sens comme si un truc est censé arriver mais ça n'arrive pas, je me sens coincée. Vous savez comment ça fait quand vos règles n'arrivent pas, si vous avez encore vos règles, ou si vous avez vos règles tout court. C'est comme si on était un ballon qui, je sais pas, y a un truc qui se libère pas quoi, et moi j'arrivais pas à dormir et tout. Et lui il me fait un test de grossesse, et je suis là non, je vais pas faire de test de grossesse parce qu'à tous les coups je vais être déçue et j'ai pas la force d'être déçue. Ok, on laisse passer une autre nuit. Il me dit non mais là, demain tu fais un test de grossesse parce que c'est pas possible. Enfin, tu peux pas rester dans le flou comme ça. Je dis c'est vrai, même s'il est négatif, au moins je saurai. Voilà. Et donc du coup, le lendemain matin, je fais un test de grossesse. Et là, je vois les 2 barres. Et je me dis, ah, c'est quoi déjà les 2 barres? Je regarde le papier. C'est un test positif. Quoi? Je vous jure, j'étais un peu sur le cul. Je me disais, what? Qu'est-ce que... Hein? Et du coup, je vais voir mon chéri dans le salon. Je lui fais, viens voir, viens voir. Il me fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais, viens voir. Mais je fais, mais dis-moi. Mais non, je peux pas te dire, viens voir. Donc, je l'emmène à la salle de bain. Je fais, regarde. Il me dit, quoi? Il me dit, mais regarde, le test, il est positif. Et ben. Non, je lui fais, tu crois que c'est un test positif? Il me fait, ben, je sais pas, que dit le papier? Le papier dit qu'il est positif. Il me fait, bah, il doit être positif. Je fais, oh, tu te rends compte, c'est notre premier test positif, oh my god. Je pense que je réalisais pas que ça voulait dire une grossesse sur le moment. Et il me dit, ok, on va faire un test sanguin. C'était sa première réaction, c'était pas sauter de joie et tout, c'était on va faire un test sanguin. Mais moi, j'étais pas en mode je saute de joie, j'y crois. J'étais en mode attends, on va voir. Donc je vais directement au labo, à côté de chez nous, je fais un test sanguin. Et voilà, on passe notre journée et tout. Le soir, on est en voiture, on va quelque part. Et je reçois le message du labo pour dire que les résultats sont arrivés. Je me dis, ouais, bon, on regarde maintenant. Et en fait, au début, j'avais reçu, je crois, déjà le texto avant, mais j'avais pas osé regarder. Et je lui dis, tu veux pas qu'on soit posé à la maison et tout? Il me dit, mais non, moi je m'en fiche, j'arrête la voiture et on regarde. Je dis, ok. Donc on arrête la voiture, on regarde, j'ouvre et là c'est écrit positif. Et j'étais là, oh, mon Dieu, il est positif! Et je lui montre et tout. Et on était trop contents. Et lui, il a dit, je suis satisfait. Il est trop marrant, mon chéri. Il était là, ah ouais, je suis satisfait. J'étais là, t'es satisfait? Et moi j'ai fait, ah! J'ai crié comme une folle. En fait, malheureusement, j'ai crié alors qu'il faisait démarrer qu'il démarrait la voiture, donc c'était très dangereux. Mais j'ai crié comme une folle. Et en fait, c'était hyper surréaliste. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a mis des mois à réaliser que en fait, c'était le cas, que j'étais enceinte. C'est vrai, ça a pris du temps, en fait, de s'ancrer dans mon esprit. Parce qu'en fait, tout ce qu'on voyait, c'était le truc qu'on n'a pas réussi à faire pendant 1 an, du coup 1 an et demi, ou même sur notre process de PMA, les quelques mois. Là, ça a marché. C'était pas genre, on va avoir un bébé. C'était genre, putain, ça a marché en fait. Ça a marché. Et en fait, je suis tombée enceinte hors PMA. Dans le sens où je suis tombée enceinte une fois où on a fait l'amour, et je me rappelle très bien de cette fois-là, c'était du sexe interstellaire, comme j'aime bien dire, c'était trop bien. Franchement, à chaque fois, mon mec se moque de moi, mais je me rappelle bien de cette fois-là, et je me rappelle la date, et je me rappelle, oh, c'était trop magique. Mais pas magique, genre ésotérique, juste trop du bon sexe, quoi. Bref, je raconte trop ma vie. Mon Dieu, est-ce qu'il faut que je coupe ça? Bon, je ferai mon chéri écouter, et s'il faut couper, je couperai, sinon on laisse. En tout cas, c'était du sexe interstellaire. Mais je dis pas qu'il faut faire du sexe interstellaire pour avoir des bébés. Il y a plein de manières d'avoir des bébés qui ne sont pas du sexe interstellaire. Mais je pense que, sincèrement, et le médecin est d'accord, que le fait d'avoir
été stimulée hormonalement, ça a joué. On ne sait pas comment, c'est assez mystérieux, mais j'ai fait 2 tours d'insémination et même si ces inséminations-là n'ont pas fonctionné, je pense qu'il y a quand même le fait d'avoir reçu ces hormones qui a joué. En fait, on ne peut pas savoir tout ce qui a joué, on ne sait pas est-ce que c'est les hormones, est-ce que c'est toutes mes prières, tous mes trucs spirituels, tous les trucs que j'ai nettoyés, je ne sais pas. C'est tellement mystérieux en fait. Et c'est pour ça que c'est à la fois magique et à la fois un petit peu dur. Parce que c'est pas... Soit ça fonctionne et c'est super, mais quand ça fonctionne pas, tu es dans le flou souvent assez total de pourquoi ça fonctionne pas, quoi. Et donc voilà, et donc j'étais enceinte et c'était trop cool. Enfin, je suis toujours enceinte, mais alors je parle. Mais un truc que je dirais aussi, c'est que les gens disent beaucoup, pour tomber enceinte, il faut lâcher prise. Et c'était très dur d'entendre cette phrase, parce que sincèrement, quand on veut un bébé, c'est hyper dur de lâcher prise. Genre, quand c'est un truc que tu désires, que tu as désiré toute ta vie, on te dit «Oh, mais lâche prise, ça viendra quand tu lâches prise». Ouais, c'est pas facile. C'est pas faux, dans le sens où, comme je vous ai dit, j'ai eu un moment où je me disais je peux avoir une belle vie sans bébé, mais je peux pas dire que j'étais dans le lâcher prise tout le temps. C'est plus genre, des fois t'arrives à lâcher prise et des fois t'es agrippé à la rambarde, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un peu des deux. Il y a un peu de détermination, d'effort, de on lâche rien, et un peu de on lâche tout et on laisse faire. Je crois pas qu'on puisse dire que c'est un lâcher-prise total, parce que si c'était ça, ben on n'aurait pas fait toutes les étapes qu'on a faites en fait. Et donc ce conseil, il suffit de lâcher prise, franchement il m'a trop saoulée. Il est pas faux à 100%, mais il est pas vrai à 100% non plus, parce que je trouve qu'il est très exigeant pour des gens qui veulent quelque chose autant, quoi. Ce que je dirais, c'est de réaliser que c'était pas une seule chose, c'est pas un événement, c'est pas une action, c'est une multitude de petites choses. Et quand vous voyez d'autres aspects de votre vie que vous avez créés dans votre vie, que vous avez manifesté, c'est toujours une série de multiples choses, des centaines de choses, des centaines de choix, d'actions, de... Et c'est que a posteriori qu'on peut se dire ah en fait il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé, donc ça peut-être contribué à ça. Mais quand t'es en plein dedans et que ça n'a pas encore fonctionné, tu ne sais pas en fait si ce que tu fais c'est juste ou bien. Tu peux juste... Il y a un mélange pour moi dans tout, il y a un mélange de magie et un mélange d'effort. C'est vrai dans tous les aspects de ma vie. Euh, dans mon entreprise, dans ma famille, dans mes relations, il y a toujours un mélange de magie, des trucs que tu comprends pas et qui sont juste merveilleux et c'est genre des miracles. Et il y a un mélange d'effort où tu fais l'action. Tu passes à l'action, tu fais ce que tu dois faire. Et pour moi, c'était les deux en fait. Dans ce processus, c'était les deux. Un peu de magie, un peu d'action. Beaucoup de magie, beaucoup d'action, je sais pas. Donc oui, je réitère le seul conseil que je pense que je peux donner, parce que chaque personne aura un chemin différent. Et je ne sais pas, pour certaines personnes ça va durer plus longtemps, pour d'autres moins longtemps, pour d'autres peut-être que les enfants ne seront pas dans les cartes. Voilà, je ne sais pas. C'est d'être au plus possible ancré dans votre présence, dans votre corps, d'écouter vos intuitions, votre vérité, là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de faire, comment vous sentez les choses. Je crois qu'il n'y a que ça qu'on peut vraiment faire. Passer à l'action quand on sent qu'on doit passer à l'action, ne pas passer à l'action quand on sent pas qu'on doit passer à l'action. Vraiment s'écouter dans un premier temps. Si vous faites un processus de PMA seul ou à deux, déjà je dirais à deux, je crois que c'est un processus qui est stressant pour beaucoup de personnes. Pour nous, ça n'a pas été très stressant. Le plus stressant, c'était de devoir faire des allers-retours tout le temps. Mais pour nous, je ne peux pas dire que ça a été très stressant. On était plutôt zen et puis ça n'a pas duré des années, quoi. Il y a des personnes pour qui ça dure très longtemps. Cependant, je pense que s'il y a un endroit où c'est important de prendre soin de votre relation, c'est pendant ces périodes-là. Parce que c'est hyper facile de se détourner de la relation en elle-même pour se projeter sur un bébé comme un projet externe à vous. Or, c'est une création divine qui vient de vous deux. Je dis création divine, je suis un peu dans mon truc un peu ésotérique, mais c'est vrai, quand tu... C'est vrai, je sais pas si c'est vrai, mais bref. Quand spirituellement on voit comment un bébé naît, un bébé choisit des parents, un bébé choisit une certaine configuration de vie quelque part. Et le socle de tout, c'est cette relation. Et donc, si c'est possible pour vous et que vous faites un parcours de PMA, ça veut dire que vous êtes comme un couple qui est assez engagé.
entretenez votre couple, prenez soin de votre couple, prenez soin de votre relation, prenez soin l'un de l'autre avant tout, parce que imaginez que finalement le bébé n'arrive pas, au moins vous aurez l'un et l'autre. Parce que je ne sais pas, on ne sait pas. Moi, comme je dis, il y a un moment où j'ai dû accepter que si ça se trouve, ça n'allait pas arriver, mais quand même, j'allais toujours avoir mon chéri. Et, euh, et prenez soin de cette espèce de cocon si vous pouvez. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a du stress, je sais que c'est émotionnel aussi, mais prenez soin de vous, faites-vous des massages, faites du sexe hors de toute période ovulatoire, c'est important. Partez en vacances si vous pouvez. Ayez une vie déjà riche et belle sans bébé, si vous pouvez. Et avec, ce sera un bonus. Facile à dire, I know, je sais. L'autre chose que je veux dire, c'est oui, par rapport à la sexualité, parce que je sais que ça peut être un peu une corvée quand on est dans ce processus de vouloir faire un bébé. Donc on commence à compter, on commence à se dire, oh mon Dieu, on n'a pas fait l'amour bon moment et tout et tout. Et donc le sexe devient vachement mécanique et beaucoup moins fun. Moi, j'ai senti ça, j'ai senti l'anxiété de quand on loupait une ovulation. Je me disais, putain, on a loupé notre chance d'avoir un bébé. Et donc, quand on faisait l'amour un peu après, pas assez souvent, etc., je me disais, oh là là. Et en fait, comment dire ? Oui, certes, il y a ce désir d'avoir un bébé. Oui, clairement. Et en même temps, quand on fait ce qui est juste pour nous et notre corps à un instant T, on ne peut pas se tromper. C'est un truc auquel je crois fondamentalement. Si un jour vous n'avez pas envie de faire l'amour alors que c'est en plein dans votre ovulation, on va pas se forcer, on n'est pas là pour se forcer. Le consentement est important dans tout. Il y a un certain autoconsentement aussi, le fait de respecter ce que notre corps veut ou veut pas. Et parfois, juste écouter son corps et lui dire « Non, mais tu n'es pas que pour ça, tu es là aussi pour ton plaisir », ça peut aussi aider à lâcher certaines choses. Et donc, c'est pas facile, parce qu'on se dit « Peut-être que j'ai loupé mon occasion ». Mais en fait, non, vous n'avez pas loupé votre occasion. Parce que si vous deviez faire l'amour ce jour-là, vous auriez fait l'amour, en fait. Ça, j'y crois vraiment. Et rappelez-vous, il y a un mélange d'effort et de magie. Et vous faites déjà probablement certains efforts, mais ça ne peut pas être que de l'effort. Il doit y avoir la magie aussi. Et la magie, elle vient dans le subtil, elle vient dans l'invisible, elle vient dans les petites intuitions qu'on a. Elle vient dans le fait que, ok, là, je sais que c'est peut-être le moment de faire l'amour, mais en fait, j'ai pas envie, mon corps me dit non, et donc je vais l'écouter. Elle vient dans les choses qu'on ne comprend pas et qui sont un peu mystérieuses. Et peut-être que vous allez avoir des intuitions, des messages, des raisons, des choses comme ça, mais pour moi, dans tout ce process, être connecté à soi, à l'autre, si on le fait avec un autre ou une autre, à potentiellement quelque chose de plus grand que soi, être connecté, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà ce que je peux dire sur ça. Je suis contente parce que l'épisode ne fait pas 3 heures comme j'avais peur, donc c'est cool. Voilà, donc après tout ce que je partage là, ça vaut que ce que ça vaut, c'est-à-dire que c'est juste mon expérience et mon chemin. Je ne suis pas spécialiste de maternité, de parentalité, de grossesse, de comment on tombe enceinte. Je ne suis spécialiste de rien, je ne sais pas toutes les configurations, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, qui peut être, ça se trouve, tellement plus compliqué que ce que j'ai décrit là. Je ne sais pas. Et donc, s'il y a des choses que j'ai dites qui sont peut-être pas aidantes pour vous, vous pouvez les mettre de côté et vous dire ça ne me concerne pas. Mais quelque part, s'il y a dans ce que j'ai dit des choses qui peuvent vous aider, vous encourager, vous donner un peu de foi, ben, j'espère que ce sera le cas. Pour moi, c'était ma plus grosse manifestation, dans le sens où c'est la chose qui m'a demandé le plus d'énergie, le plus de foi, le plus de... Ah ouais, c'était pas facile en fait, parce que tu sais pas vraiment quoi faire, dans un sens. Tu fais ce que tu sais faire, mais c'est pas garanti, quoi. Il y a vraiment aucune garantie. Il n'y a pas d'étape préconçue où tu te dis à tous les coups ça va marcher. Et donc c'était totalement un mystère. Mais là, je suis tellement contente d'être enceinte. Je suis tellement contente d'avoir un bébé qui grandit. Tout ce que je souhaite, c'est que le reste se passe bien, que le reste de la grossesse se passe hyper bien, que l'accouchement se passe bien et que après la nouvelle aventure d'être parent se passe aussi bien qu'on peut aussi. Mais par rapport à l'acceptation dont je parlais tout à l'heure, il y a un truc que j'ai dû accepter fondamentalement, c'est que ma vie ne serait plus jamais la même. Que je ne suis pas la même personne étant maman et pas maman, étant enceinte et pas enceinte. Et il y a un certain deuil à faire par rapport à ça. Bien sûr que je ne pourrais pas agir comme j'ai agi avant, bien sûr. Et est-ce que je le choisis quand même ? Oui.
Est-ce que je choisis quand même de ne pas avoir la même vie qu'avant? Oui. Je suis prête à ce que ma vie soit totalement différente, totalement inconnue, peut-être vachement plus anxiogène, je sais pas. Les enfants, c'est un peu stressant. Il paraît. Non, il paraît pas, j'en suis à peu près sûre. Mais j'ai choisi ça. Et ça fait partie aussi du chemin. De se dire, j'accepte que ce sera plus comme avant. Et c'est ok. Voilà. Voilà les amis, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai quelques autres épisodes prévus pour vous. J'en ai un où je vous raconte mon premier trimestre, un petit peu comment ça s'est passé. J'en ai un avec une de mes collègues où on parle de la sexualité pendant la grossesse. Donc on va disséminer ça pendant les prochaines semaines. On va bien sûr continuer à faire des épisodes sur la sexualité en elle-même, sur la sexualité sacrée. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous n'êtes pas enceinte, que vous n'avez pas envie d'avoir de bébé, enfin bref, que c'est pas un sujet pour vous, ça va pas devenir un podcast bébé, ok? Mais je sais que parmi vous, il y en a que ça intéresse. Voilà. Je dirais que si vous avez envie de rester connecté à votre corps, à vos sensations, à vos intuitions et que vous avez une vulve, j'ai un massage de la vulve qui est offert. C'est une pratique que j'offre. Il suffit de mettre votre email et votre nom et vous la recevez en ligne. Et pour ça, il faut aller sur liviakiro.com/yoni massage. Donc yoni, ça s'écrit Y-O-N-I, massage comme massage. Et ça peut faire vachement de bien pour rester connecté à soi, à sa sensualité, à sa, j'allais dire, créativité, à sa sexualité, à son corps. Ce qui est bien avec le massage, c'est que vous pouvez recevoir aussi beaucoup d'intuitions, beaucoup de messages par rapport à ça, parce qu'il est fait d'une façon très lente, très consciente. Vous êtes connecté à vous, donc ça peut être une bonne idée de faire ce massage si vous êtes dans un processus d'avoir un bébé, ou même de vouloir manifester quelque chose dans votre vie. Et sinon, si vous avez envie d'être accompagné dans votre sexualité en général, avec plein de pratiques qui vous soignent, qui vous donnent du plaisir, qui vous connectent à qui vous êtes, qui vous ancrent dans qui vous êtes, mon programme Sacrée Sexualité, c'est The Place to Be. C'est vraiment un programme magnifique avec plusieurs modules, des vidéos, des audios de pratique, des appels de coaching, une bibliothèque d'archives de pratiques hyper riche, hyper dense et magnifique pour se reconnecter à qui vous êtes, pour entrer dans une nouvelle identité, entrer dans une nouvelle ère de qui vous êtes. Donc ça, c'est sur liviakiro.com/programme. Je vous mettrai les liens dans la description. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Encore une fois, j'espère qu'il y a au moins des parties de cet épisode qui vous ont aidé si vous êtes dans ce même processus. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!